Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, vous allez entendre un fameux Bourgogne, écrit par Harold Ralsett. Harry Murdoch est un homme d'affaires heureux. Il habite une cabane au bord de la décharge municipale et en échange des services qu'il rend, en veillant au feu et en écartant les fouineurs d'ordures, la ville lui concède le droit à être le seul à en faire la récupération. À l'exception de sa nourriture, tout ce dont il a besoin lui est fourni par cette décharge. Tenez, le pantalon qu'il porte, par exemple, d'un excellent tissu et pratiquement neuf. Le fait qu'il soit bleu vif et taillé pour un homme d'1,85 m bien charpenté ne gâte en rien le plaisir d'Harry. Il a simplement raccourci chaque jambe et épinglé des plis autour de la taille. Comme ça, il trouve même que son 1,50 m et sa silhouette fluette sont plutôt avantageusement mis en valeur. La décharge ne lui apporte pas seulement le nécessaire, mais aussi le luxe. C'est ainsi que, depuis 6 mois, le sol de sa cabane s'orne d'un tapis persan. D'accord, des taches de toutes sortes superposent un second dessin à l'original, mais ça n'en est pas moins un véritable persan. Même ses boissons lui sont fournies par cette décharge. Et les boissons, c'est très important pour Harry. Les bouteilles des bars et des nightclubs de la ville y arrivent en quantité impressionnante. Et une partie de la journée d'Harry se passe à verser les quelques gouttes que contiennent souvent encore ces bouteilles dans une bonbonne de près de 5 litres dont l'étiquette colorée s'orne de ces mots enchanteurs « Bourgogne, fleur de lys ». Harry ne fait aucune discrimination entre les liquides variés qu'il mélange avec amour. Whisky, rhum, gin, vin, tout lui est bon. L'extrait de citron aussi, et même certaines lotions capillaires à haute teneur en alcool. Et puis, il y a cette mixture d'un rouge vif, le Super Tonic Script, qu'Harry tient en haute estime. Il lui arrive assez fréquemment de découvrir des flacons pleins, ce qui tendrait peut-être à prouver que les acheteurs se rendaient compte dès la première gorgée que leur malaise était encore plus doux à endurer que ce fortifiant à boire. Harry reconnaît volontiers que, pris sec, le fameux Super Tonic Script n'a rien de très agréable. Mais mélangé à un assortiment d'autres liquides, une grande partie de son amertume disparaît. Et puis, il faut dire aussi qu'il donne une si belle couleur au contenu de la bonbonne. Harry ne boit pas seul. Il met soigneusement de côté chaque récolte hebdomadaire pour le vendredi soir, car le vendredi soir, il reçoit la visite de son grand ami, Joseph Jefferson. Joseph, lui, vit dans la cave de la prison, juste à côté de la morgue. De ce fait, il se considère comme un membre estimé des forces de police, ce qui n'est toutefois pas précisément le cas. La vérité est que la police, lasse de le ramasser sans cesse pour ivresse sur la voie publique ou autre petit délit, a fini par lui procurer ce coin de cave en échange de menus services. Joseph peut donc aller et venir à sa guise à condition de ne pas boire outre mesure, ce qui, à part ses fiestas du vendredi soir avec Harry, ne lui arrive pas souvent, vu qu'il ne dispose d'aucun revenu. Un lien profond unit les deux hommes. Joseph apprécie chez Harry sa généreuse hospitalité du vendredi soir. Harry et sa bonne humeur contagieuse. Harry, lui, c'est la sagesse de Joseph qu'il apprécie. Et aussi sa conversation, car Joseph, résidant sous la prison et à 2 pas de la morgue, représente une mine intarissable d'histoires plus horribles les unes que les autres. Ce soir-là, Harry attend son ami avec une impatience particulière. Un échantillon d'un demi-verre de son mélange l'a convaincu que, cette semaine, il a réussi un mélange absolument parfait.
La manière dont il lui avait brûlé la gorge et soulevé l'estomac en était une preuve indéniable. De plus, Joseph va sans aucun doute lui apporter une profusion d'informations détaillées. En effet, durant la semaine, il y a eu un hold-up dans une banque de la ville et même un assassinat. Harry compte donc bien passer une excellente soirée. Joseph arrive ponctuellement à 7h tapantes. À son habitude, il frappe un seul petit coup sec à la porte. Sage précaution, car sans cela, la porte ne résisterait pas. Puis, sans attendre de réponse, il passe sa tête dans l'entrebâillement et claironne d'une voix tonnante. « Y a-t-il quelqu'un ?»« Ah, c'est toi !» fait Harry comme surpris par cette visite. « Entre donc !» Ayant satisfait à cette coutume, les deux amis se serrent cérémonieusement la main et Harry, d'un geste courtois, désigne une chaise près de la table. Joseph s'assied et laisse tomber son vieux chapeau par terre. « Tu accepteras bien un petit verre ?» demande Harry en prenant comme toujours un air détaché. « Il faudrait pas que ça te dérange !» répond Joseph en se léchant déjà les babines. Harry sort 2 verres qu'il remplit à ras-bord. Puis, il regarde attentivement son ami fermer les yeux, verser le breuvage dans sa bouche, l'y faire tenir quelques instants avec ravissement, puis se pencher en arrière pour le faire descendre dans sa gorge. « Oh, tu sais, Harry, fait Joseph, je crois que cette fois, t'as atteint la perfection. » Rayonnant, son hôte avale une longue gorgée, mais évidemment, la modestie lui interdit de commenter son chef-d'œuvre. « Je me suis laissé dire que tu avais été joliment occupé cette semaine, Joseph. » Joseph hoche gravement la tête. « Oh, ça, tu peux pas avoir idée. Avec le chef me courant après toutes les 5 minutes pour me demander un avis, et moi interrogeant les prisonniers jour et nuit. Je te prie de croire que ça n'a pas été de la tarte. » Les yeux de Harry brillent d'admiration. « Tu mènes une vie vraiment intéressante, Joseph. Parle-moi un peu de la morgue. » Joseph frémit, puis vide son verre d'un trait pour se donner du courage. « Un travail du syndicat. La pauvre victime était une véritable passoire. Jamais vu un meurtre aussi bien fait. » Harry frissonne de plaisir. « Beaucoup de sang, je suppose. » Joseph secoue la tête. « Non, pas une goutte, mon vieux, pas une goutte. Le corps était complètement vidé de son sang par tous les trous qu'on y avait fait. Ces cadavres-là, ils sont pires encore que ceux qui saignent. On dirait des statues de marbre, à part les trous, évidemment. » « Et pourquoi on a fait ça ?» demande avidement Harry. « Un type qui a trop parlé. Et au syndicat, tu sais, on n'aime pas du tout ça. » « C'est bien vrai, ça, » fait gravement Harry en remplissant à nouveau leurs 2 verres. « Tu te souviens de l'affaire que j'ai résolue il y a 5 ou 6 ans ?» demande Joseph avec un sourire rêveur. « Oh, celui-là aussi, il avait été trop bavard. »« Lequel? Le petit à moustache ?» demande Harry, dont l'esprit commence à se perdre dans une brume cotonneuse. Joseph se prépare à répondre quand soudain, sans le moindre avertissement, la porte s'ouvre toute grande. Harry et Joseph voient d'abord apparaître 2 énormes revolvers, puis 2 hommes à l'air pas rassurants du tout. Il semblerait que la soirée de nos 2 amis soit bien compromise. Mais peut-être pas autant qu'il y paraît à première vue, comme vous le constaterez dans quelques instants. Volontiers. Non mais t'as vu ça? Fait l'un des 2 hommes, un grand maigre aux cheveux blonds filasses et aux yeux bleus délavés. 2 vieux en train de siffler du pinard. Harry est le premier à se ressaisir. « Mais on vous a rien fait !» s'écrie-t-il en bondissant sur ses pieds. « Qu'est-ce qui vous prend d'entrer comme ça dans la maison des gens ?»« Et il appelle ça une maison !» glousse le blond en se tournant vers son acolyte, qui regarde fixement Harry et Joseph de ses yeux ronds et noirs. Harry dresse bien droit son mètre 50 pour mieux protester contre cette insulte, mais Joseph, tendant le bras par-dessus la table, l'oblige à se rasseoir. « T'énerve pas, Harry,
Ces types du syndicat, entrons plutôt dans leur jeu. Harry, l'air très sérieux, semble considérer un instant la chose. T'as raison, Joseph. Je vais chercher les cartes. Les deux amis avaient baissé la voix, mais on aurait fort bien pu les entendre à 100 pas. Le grand blond les dévisage avec autant de colère que de perplexité. Vous n'êtes pas cinglés, non? Parlez derrière notre dos comme ça, devant nous? Son acolyte prend la parole pour la première fois. Laisse tomber. Ça ne sont que des poivreaux, ils sont complètement sous. Ouais, fait le blond en s'avançant d'un pas pour examiner l'étiquette de la bonbonne. Bourgogne, fleur de lys. Mais ça m'a l'air d'être de la belle marchandise, ça. Il se tourne vers Harry et Joseph et ajoute d'un ton accusateur. Habiter une turne pareille et boire du fleur de lys, vous devriez avoir honte. Il ouvre alors un placard mural et en sort 2 verres qu'il remplit. Il en tend un à son compagnon qu'il accepte avec un petit sourire. Jerry, fait le blond, montrons un peu à ces 2 vieux clowns comment il faut boire. Allez, cul sec. Ce qui suit est vraiment très bizarre. Les 2 hommes laissent tomber leurs revolvers et leurs verres en suffoquant et en échangeant des regards horrifiés. Puis, quand la mixture d'Harry atteint leur estomac, ils s'écroulent par terre en se tordant dans tous les sens. « Vite, vite, un docteur !» hurle le blond. « 2 !» rectifie l'autre dans une plainte angoissée. Harry et Joseph les regardent étonnés. « Mais qu'est-ce qu'il leur prend à ces 2-là » demande Harry. « Des drogués !» remarque Joseph en professionnel. « Ça leur arrive parfois comme ça, sans crier gare. Ce qu'ils leur font, c'est de la cam. » « Ben, j'en ai pas sous la main, » fait Harry. Puis, se tournant vers les 2 hommes toujours étendus et gémissant à fendre l'âme, « Dites donc, les gars, pourquoi vous iriez pas vous chercher un petit peu de cam? Vous vous sentiriez beaucoup mieux après. »« Un docteur, un docteur !» geigne-t-il en chœur. Joseph se verse un nouveau verre, le vide sans se presser, puis regarde pensivement les 2 hommes. « Tu sais, Harry, ces 2 types, ils avaient pas le droit d'entrer comme ça chez toi et de nous menacer de leur revolver. » »« Ça, c'est bien vrai, Joseph. Qu'est-ce qu'on leur avait fait, hein? Rien. On leur avait absolument rien fait. » Soudain, leur conversation est interrompue par un hurlement de sirène. Et un instant plus tard, 2 policiers font irruption dans la cabane, revolver au poing. « Et vous n'auriez pas vu 2 types ?» commence le premier d'entre eux. Puis, il aperçoit les 2 hommes gisant sur le sol. « Bon sang, mais les voilà, ouais, c'est bien eux. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ?» « C'est pas notre faute, monsieur l'agent, » fait Harry. « Ils sont entrés ici en nous menaçant, et puis ils sont tombés malades. Des vrais gangsters, hein ?» Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, ils n'en ont plus l'air, remarque l'un des policiers. Nous ferions bien de les emmener à l'hôpital. Qui meurt, ça nous est bien égal, mais avant, il nous faut leurs aveux au sujet du hold-up de la banque. Quant à vous, il faudra venir raconter votre histoire au commissariat. Une demi-heure plus tard, Harry et Joseph sont assis en face du chef de la police. Allons, messieurs les vieux poivreaux, détendez-vous. Vous n'êtes en aucune façon impliqués. James Nelson et Jerry White cherchaient à se cacher. Dites-nous ce qui s'est passé, et après vous pourrez partir. Voilà comment c'est arrivé, chef, commence Joseph d'une voix pâteuse. Mieux vaut laisser parler Harry, l'interrompt gentiment le policier. Il a l'air beaucoup moins imbibé que vous, Joseph. Je vous écoute, Harry. Harry s'éclaircit la gorge, mais avant qu'il ait eu le temps de dire un mot, un autre policier fait irruption dans la pièce. Chef, nous avons les aveux complets des 2 lascars, non seulement à propos de l'affaire de la banque, mais aussi de 3 ou 4 autres hold-up. Ils croyaient qu'ils allaient mourir, alors ils ont tout avoué. Le policier tend alors un papier à son supérieur. « Tenez, voilà le rapport du médecin. Ils vivront, mais ils auront mal à l'estomac tout le restant de leur vie. Le toubib n'a aucune idée de ce qu'ils ont pu boire, mais ça devait être sacrément puissant. » Le chef de la police s'adresse à Harry. « Dites-moi, Harry, qu'est-ce qu'ils ont bu au juste ?» Harry se tortille nerveusement sur sa chaise. Eh ben, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la décharge. Mais c'est dangereux, ça. Et qu'est-ce que vous vouliez en faire? Harry se tourne vers Joseph d'un air gêné. Et soudain, il voit une mouche se poser sur le nez de son ami. Les punaises,
dit-il, pris soudain d'une inspiration géniale. C'était pour tuer les punaises. C'est vrai, Joseph. Ouais, Fait Joseph en louchant pour voir la mouche sur son nez. tu te souviens, Henri, les cafards, ils sont morts dès que j'en ai versé un peu sur eux. Mettez un insecticide, dit le chef de la police à son sténographe. Puis, se tournant à nouveau vers Harry, maintenant, Harry, dites-moi, comment vous avez fait pour qu'ils boivent ce poison? Ben, ils ont cru que c'était du Bourgogne fleur de lys. Du Bourgogne fleur de lys? Tiens. Il réfléchit quelques instants, puis hausse les épaules en désespoir de cause. Notez qu'ils ont confondu l'insecticide avec du vin, dit-il au sténographe. Une fois que tous les papiers sont prêts, Harry et Joseph les signent sans poser aucune question. Puis, Harry demande... Dites, on peut partir maintenant? Pas encore, messieurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une récompense de 30 000 $ pour qui fera arrêter les deux gangsters. Et il est évident que vous avez droit à cette somme. Alors, voilà ce que je me suis dit. Cet argent peut vous permettre d'entrer tous les deux comme pensionnaires dans une maison de retraite. Il y en a une très bien ici, en ville. Un de mes oncles y vit et il s'y plaît énormément. Beaucoup de vieux amis, d'excellents repas, une chambre bien propre et un bain tous les jours. Un bain tous les jours? Répète Harry en ouvrant des yeux tout ronds. Et même deux, si vous le désirez, dit le chef de la police en évitant le regard des deux amis. Chef, dit Harry, je ne crois pas que Joseph et moi, on ait droit à la récompense. Hein? C'est vrai, Joseph? Ah, pour ça, c'est sûr, chef. Fait Joseph avec emphase. Nous ne méritons aucune récompense. Ces deux types allaient nous tomber dessus quand vos hommes sont arrivés à notre secours. Oui, ce sont eux qui ont droit aux 30 000 $, reprend Harry. Après tout, ils ont fait tout le boulot, eux. Le chef de la police hoche pensivement la tête. Vous savez, c'est contraire au règlement. Il se passe une main sur le front, l'air de réfléchir intensément, semble hésiter un peu, puis dit « En fait, il y a un autre moyen. Vous pouvez accepter la somme et en signer l'abandon au profit des œuvres de la police. Cela vous convient-il, messieurs ?» Ça leur convient effectivement fort bien. Harry et Joseph signent les documents qu'on leur présente avec des signes visibles de soulagement. Le chef de la police appelle une voiture pour les faire reconduire jusqu'à la cabane d'Harry, puis, une fois qu'ils ont quitté son bureau, il se tourne vers son secrétaire. « Benny, je crois que je leur ai fait une belle peur. Une maison de retraite. Tu te rends compte? Ce serait l'enfer pour eux. Ils n'y seraient pas restés 1 an, et je préfère ne pas penser à ce qui serait arrivé s'ils s'étaient offerts pour 30 000 $ de torboyaux additionnés de leur fameux insecticide. » De retour dans la cabane d'Harry, le premier geste des deux amis est de se servir une généreuse rasade de Bourgogne fleur de lys. Quand je pense au guêpier dans lequel nous avons failli nous fourrer, ça tremble encore, dit Harry. Tu te rends compte, Joseph? Un bain tous les jours? Et il boit un grand coup comme pour effacer cette vision de cauchemar. Et vivre dans une boîte remplie de vieux idiots, Ajoute Joseph. mais c'est par là-bas qu'on